Salut, c'est Alexis Berg et vous écoutez Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 86e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un gars qui est bien connu dans la communauté trail internationale, un photographe, un cinéaste, un coureur aussi. Et j'ai le plaisir de recevoir Alexis Berg. Salut Alexis. Salut, merci beaucoup de m'accueillir, de m'avoir invité. Ben écoute, ça fait vraiment plaisir. On s'est croisés brièvement quand tu étais de passage à Québec pour présenter ton plus récent film et par le fait même parler de ton plus récent livre de photos sur la Barclay, une petite course que les gens, je pense, commencent à connaître de plus en plus. On aura l'occasion de parler de tout ça. Je pense que ça va être super intéressant. Puis j'aime ça. Moi, je l'avais dit quand j'ai parti le projet, je veux recevoir des gens de tous les horizons de la communauté trail. Donc, j'ai reçu beaucoup, bien sûr, de coureurs, de coureuses, d'athlètes, mais j'ai reçu des directeurs de course, j'ai reçu des gens qui gravitent autour du trail. Dans ton cas, ben, je sais que maintenant aussi, tu es coureur de trail, mais tu es surtout reconnu à l'intérieur de la communauté comme étant un photographe. J'ai l'impression que les clichés les plus mythiques des dernières années, moi, ça fait pas là si longtemps que je suis dans le trail, puis les clichés qu'on a en tête, qu'on a vu de l'UTMB, qu'on a vu de la hard rock, ben, il y a toujours en bas le crédit Alexis Berg. Comme, c'est qui ce gars-là? Il prend toutes les photos les plus épiques des dernières années. Donc, je pense que ça va être super intéressant comme discussion. Bah écoute, oui, non, merci beaucoup. C'est vrai que je suis quand même plus photographe que coureur. Je crois pas qu'on me connaisse trop comme coureur, hein. Je prends très peu de dossards. C'est un peu récent et même si j'aime bien ça, mais c'est vrai que je suis souvent de l'autre côté du miroir et voilà, mon rôle c'est celui de spectateur, de témoin. Parce que c'est vrai qu'il y a les photos et puis comme tu l'as dit, il y a des documentaires ou des livres et donc c'est pas toujours l'image, des fois c'est aussi par l'écrit. Et puis et c'est vrai qu'il n'est pas là avec moi, mais dès maintenant, c'est vrai que ces dernières années, là, beaucoup de choses que j'ai réalisées, en fait, je ne les ai jamais trop fait tout seul. Souvent, ça a été avec mon frère Frédéric, qui lui-même vivait au Québec à l'époque où tout a commencé. Maintenant, il est de retour en France. Et puis Aurélien Delfos, qui est un journaliste avec lequel on a réalisé les documentaires sur la Barclay et le film sur la Barclay. Donc voilà, même si c'est vrai qu'il y a mon nom souvent écrit sur les photos, mais c'est aussi un travail voilà, collectif. Ben oui, c'est ça. Ben, nous, c'est ce qu'on voit au final. Puis je suppose que c'est un métier qui peut parfois être très solitaire dans le sens où ben, tu pars pour un événement, tu passes la journée seul à te promener de ravito en ravito, mais finalement, on se rend compte dans ton processus, dans les choses que tu as réalisées, les projets sur lesquels tu t'es lancé dans les dernières années, qu'il y a souvent cet esprit de collaboration-là. Donc, Aurélien, bon, on l'a vu avec le documentaire sur la Barclay, le livre et tout. Ton frère aussi, c'est un truc que je voulais qu'on parle parce que tu es venu au Québec, je pense, quelques fois. Tu as fait partie d'une édition d'Aricana où il y a eu des photos avant-après que je trouve super, ce projet-là. Mais là, on aura l'occasion d'en parler. Là, moi, je commence tout le temps mon entrevue en demandant à mon invité qu'est-ce qu'il boit. Habituellement, on partage une bière. Là, décalage oblige et horaire oblige. Moi, il est 5h30 du matin. Toi, il est 11h30. Fait que je ne sais pas si tu as de l'alcool de ton côté. Moi, je suis allé pour le café. Oui, je viens de boire un café. Ah, Et en effet, c'est vrai qu'ici, c'est la fin de la matinée.
J'ai pas mal de choses à boire ici, parce que je suis chez moi. Mais il est peut-être un petit peu tôt et je vais rester comme toi au café pour l'instant. On va être sage. J'en profite pour remercier mon partenaire Capic 1, donc qui est, je ne sais pas si tu connais Ray Zahab, qui est un aventurier canadien qui vit au Québec, que j'ai eu la chance de recevoir au podcast, qui, dans la pandémie, avec lui, il y a un organisme qui organise des expéditions, donc avec des jeunes, mais aussi des expéditions polaires avec des gens qui veulent se lancer aux côtés de quelqu'un qui a de l'expérience. Puis, en pleine pandémie, bon, puis on ne peut plus faire d'expédition, on ne peut plus voyager. Il a parti d'une marque de café sous la bannière Capic 1, qui est son entreprise d'expédition, donc partenaire officiel du podcast. Pas partenaire officiel, mais partenaire de café officiel. Donc, je les remercie. Puis, je prends une petite gorgée avant qu'on se lance dans la discussion. Donc, on parle de photos, on parle de réalisation, on parle d'écriture aussi de ton bar, on parle de course. J'aimerais ça qu'on revienne un peu à l'origine, puis que tu me parles d'Alexis dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui t'a mené, toi, vers la photographie, vers le cinéma, vers les arts et vers la course à pied? Il faut remonter un petit peu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé un peu tard, notamment la photo. J'ai pas l'histoire, c'est des fois un peu classique, des photographes qui vont raconter que quand ils étaient petits, il y avait un appareil photo, voilà, et donc ils l'utilisaient, etc. Et tout. J'ai aucune histoire comme ça à raconter. Et j'ai pas du tout ce roman initiatique avec la photo. En gros, j'ai beaucoup plus une histoire longue avec l'écriture. Et donc, c'était un peu ça qui m'animait quand j'étais plus jeune. J'ai d'ailleurs fait une école de journalisme parce que j'aimais écrire, voilà, même si après, j'ai pas forcément continué dans le journalisme écrit. Euh, et puis, je sais pas, à un moment donné, un peu par accident, j'ai découvert la photographie. C'était à un moment donné où j'avais pas vraiment envie de travailler, ou enfin, je sais pas, j'avais pris des distances avec ça, avec je sais pas, le monde de l'entreprise, tout ça, des choses qui me parlaient pas trop. Et je suis parti en voyage à l'époque au Moyen-Orient. Et puis, je suis parti avec un appareil photo, euh, un peu de manière instinctive, en me disant, voilà, peut-être que ça sera une interface, un outil pour aborder, voilà, j'étais assez jeune, j'avais jamais fait de voyage comme ça, donc j'avais peut-être une sorte d'appréhension de comment j'allais me comporter ou arriver à communiquer avec quelque chose voilà, qui m'était étranger par définition. Et puis, j'ai amené cet appareil photo avec moi pendant ce voyage-là, et ça a été euh, bien sûr, j'ai découvert plein d'autres choses que la photographie à ce moment-là, mais ouais, ça a noué quelque chose avec la photo. Et, euh, et puis, euh, ça a été le point de départ, le virage, je sais pas comment on pourrait dire, la chose un peu décisive qui après s'est continuée. D'abord, pas trop dans le sport, parce que à cette époque-là, même si j'avais fait beaucoup, beaucoup de sport étant jeune, notamment pas mal de rugby. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais eu beaucoup dans mon enfance, mais voilà, j'ai pas du tout commencé par la photo de sport. Et puis, je parlais tout à l'heure de mon frère Frédéric. À l'époque, il s'était installé avec sa famille au Québec, d'abord à Québec, puis ensuite à Montréal. Et lui, il s'était mis à courir. Il courait des courses de trail un peu au Québec, etc. Et je l'ai accompagné pendant un voyage. Il est allé courir la Diagonale des Fous, donc sur l'île de la Réunion, une course dont j'avais juste entendu parler parce qu'il en avait parlé, mais je connaissais pas du tout ce sport, quoi. Et ça, c'était donc en 2013. Et c'est le moment où, entre guillemets, ma pratique de la photo, qui était déjà un peu professionnelle, mais
je faisais quand même pas mal d'autres choses à l'époque. Et ben, elle a rencontré le trail, l'ultra trail. Un peu par J'ai hasard. Ouais, voilà. En gros, j'ai accompagné Fred. J'ai fait des photos pendant. Alors, non, je faisais un film sur lui. C'était un peu notre pacte. Voilà, je vais faire un petit film sur ta course. Et puis, bon, comme je devais l'attendre pendant longtemps et je n'avais pas que filmé. J'ai fait aussi un peu des photos, quoi. Et donc, et finalement, c'est à la fois bon, ce film, il existe. Il est d'ailleurs en ligne. Il avait plutôt bien été d'ailleurs reçu et diffusé. Et puis, euh, et puis j'ai fait quelques photos et ce sont ces photos-là qui m'ont amené mes premières opportunités de commandes de magazines qui m'ont dit ah voilà, ça te dirait de faire une photo de cette course-là. Et, euh, et voilà, et là ça a été le deuxième virage, celui où la photographie euh, s'est mêlée avec ce sport, avec le trail, avec l'ultra trail. Et avec Fred, on a très vite décidé, on s'est lancé dans un projet enfin, un projet quand même d'une certaine envergure qui a abouti à un livre qui s'appelle Grand Trail, qui est sorti en 2015. Je ne crois pas en avoir un dans la bibliothèque derrière moi, mais voilà, c'est un gros livre de plein de photos, de plein de portraits. Euh, qui retraçait pour moi une sorte de tour du monde des courses de trail. J'avais voilà, vraiment passé une année entière à photographier des courses, à rencontrer plein d'athlètes. Et donc, il y a des portfolios, il y a des portraits. Donc ça, c'est quelque chose qui a marqué voilà, euh, mon, le début de vraiment mon métier de photographe de trail qui est devenu, enfin, voilà, c'est ce qui est devenu mon activité depuis 2015. Ça a été une immersion intense, je comprends, de la Diagonale des Fous jusqu'à ce projet de livre-là. Ça t'a amené à découvrir le trail. Ben, peut-être, souvent, on entend les gens, on veut tout faire les courses, mais à un moment donné, le corps ne peut pas le permettre. Ce qui est le fun peut-être avec la photographie, c'est que toi, tu peux enchaîner les courses week-end après week-end, semaine après semaine, mois après mois, puis voyager, puis en un an, en couvrir pas mal plus que quelqu'un qui, des fois, voudrait se lancer en tant que coureur. Ça t'a amené à faire le tour du monde. Est-ce que tu as senti à un moment donné, que ce soit à la Diagonale des Fous ou dans les mandats qui ont pu suivre, le moment où tu as eu vraiment la piqûre, du moment que tu étais passé de je suis photographe et je m'en vais faire des photos de mon frère à la Diagonale à wow, il y a quelque chose dans ce sport-là, il y a une intensité où je ne sais pas qui t'a accroché, qui fait que tu y es encore aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard. Ouais, je pense que j'ai, mais tout de suite, eu cette impression, cette sensation euh, d'avoir trouvé quelque chose qui allait euh, m'animer, m'intéresser. C'est presque un peu faible. Euh, les, Très vite, euh, ouais, je me suis trouvé dans un endroit nouveau qui me plaisait beaucoup pour une raison aussi assez personnelle, c'est que j'avais pas eu trop d'expérience finalement avant ça des grands espaces, je veux dire de la montagne, de la haute montagne, des milieux naturels en général. Évidemment, j'étais allé faire du ski, j'avais eu ouais, des expériences comme tout le monde, mais j'avais pas vraiment rencontré euh, ça dans ma vie avant. Et je pense que il y a eu quelque chose d'assez ouais, enthousiasmant à d'un seul coup me dire, OK, en fait, là, mon rôle, ma mission, c'est d'aller dans ces endroits et d'y faire quelque chose voilà, que j'avais pris l'habitude et dont j'avais voilà, l'expérience, de faire des photos. Et donc, c'était finalement la réunion de choses sur le papier, un mariage assez, ouais, assez intéressant qui m'a tout de suite plu. Ah, c'est intéressant. Puis tu sais, tu disais, tu as un background plus journalistique, d'écriture, donc
tu avais déjà cette passion-là, ce désir-là de communiquer, de partager. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qui, moi, me marque. Je pense, tu sais, tantôt, je parlais en introduction, les photos épiques et tout. Des fois, les photos, je trouve que tu as faites qui sont les plus marquantes, sont pas celles nécessairement qui a je veux dire, l'arrière-plan, c'est les Alpes, peu importe. Oui, il y a beaucoup de ça, des photos qui sont magnifiques, mais parfois, ces photos-là d'une immense beauté, on les oublie, puis on les revoit, on fait, ah oui, c'est vrai, cette photo-là est belle, mais c'est quand il y a une histoire qui se raconte. Puis je trouve qu'il y a ça dans ton processus. Il y a ces photos-là de Kylian le bras dans sa veste d'hydratation parce qu'il s'est disloqué une épaule à la Hard Rock ou la coureuse que tu as photographiée qui est en train de tirer son lait dans un ravito de l'UTMB. Puis ça démontre toute une histoire, mais ça démontre tout un pan de notre sport qu'on voit peut-être moins. Puis je trouve qu'il y a ça dans ton processus. Est-ce que tu sens que tu peux autant partager une histoire avec l'image que tu pouvais le faire peut-être dans le temps où tu étais que auteur, que journaliste, que tu n'y allais que par les mots? Je dirais que euh, si c'était juste pour faire des belles photos, des beaux paysages, juste de la pure voilà, esthétique, de montagne, comme tu dis, voilà, euh, je crois que je me lasserais assez vite et, euh, et c'est pas quelque chose enfin, que je critique, hein, et d'ailleurs, je continue d'adorer faire les plus belles photos possibles dans les plus beaux paysages possibles parce que euh, finalement, l'image, c'est juste le résultat. Mais en fait, si l'image existe, ça veut dire que moi, j'ai passé une journée dans ces endroits-là, etc. et que c'était forcément un bon souvenir et c'est même un meilleur souvenir que la photo, que l'objet final. Euh, Après, c'est sûr que euh, j'aime bien aussi essayer de penser un peu le sport que je regarde, dont je suis le témoin, que j'observe, etc. Et je sais même pas si c'est vraiment conscient, mais j'essaye de sentir un peu euh, ces moments-là, pas juste de les consommer pour ce qui sont d'immédiate beauté, etc., mais de ce que ça peut ouais, véhiculer, pas tant d'ailleurs pour moi qu'aussi pour les autres. Je pense que c'est un peu ça le rôle de photographe en général. Et, et je pense que aussi parce que je suis pas forcément trop influencé par la photo de sport, je pense que j'ai plein de livres de photos derrière moi. C'est pas des livres de photos de sport, c'est souvent je sais pas, ça va être du photojournalisme ou des pratiques comme ça qui ont rien à voir, mais c'est ça peut-être qui va le plus m'influencer et qui va, je sais pas si ça transparaît dans mes images, mais en tout cas, au moment donné où moi je suis en position de faire des photos, euh, ce que j'ai un peu comme image mentale, des sources de représentation. Voilà, c'est le photojournalisme, c'est des choses comme ça, ou c'est même des esthétiques qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui sont celles que j'ai au fond de moi, et c'est de cette manière-là que je vois le réel, quoi. Est-ce que le projet dont je parlais tantôt en introduction des photos avant-après s'inscrit un peu là-dedans, d'être témoin de quelque chose puis de laisser les images parler? Parce que les gens qui écoutent, je ne sais pas si vous avez vu passer ce projet-là, on l'a vu beaucoup parce que tu l'as fait à l'Ultra Trail Aricana, mais c'est une photo sur fond noir des athlètes hommes-femmes avant et après la course. Puis on peut voir dans le résultat, là, après, on peut voir un peu toutes sortes d'émotions. On peut voir la fierté dans les yeux, mais on en voit qui ont le visage creux, les cernes et tout. Tu sais, un ultra, c'est un ultra, puis ça peut durer plusieurs heures, voire quelques jours. Comment ce projet-là est venu comme idée? Alors, ce projet-là, bon, l'idée, elle a rien de très original au sens où faire des avant-après en photo, c'est pas quelque chose que j'ai inventé du tout. Ça a été fait de plein d'autres manières. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais l'intuition que ça allait forcément bien marcher sur un ultra parce que voilà, c'est un long voyage dans lequel il se passe beaucoup de choses physiquement, intérieurement, et que voilà, faire un portrait comme ça, très frontal, juste le visage comme ça, ça pouvait
enfin, je l'espérais, voilà, dévoiler une partie de ce qui peut se passer dans une course comme ça. Ça a été permis par mes liens qui étaient préexistants avec les organisateurs de Haricana. Je pense à Sébastien, à l'époque Geneviève. Ils avaient vraiment, je leur avais dit, voilà, pour ce projet-là, j'ai besoin d'être au bord de la ligne d'arrivée. Mhm. Et vraiment, on avait installé donc mon sorte de studio, une tente noire, enfin, qui était posée vraiment à l'arrivée. Et je me souviens que j'avais, à l'époque, il y avait ce coureur français, Sébastien Chéniaud, qui était venu euh, comme un peu comme parrain de Haricana. Et à l'arrivée, dès que quelqu'un arrivait, il leur disait non, 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 pas de photo avec la famille, etc. Rien du tout. Là, tu rentres dans la tente tout de suite. C'était assez drôle. Et jusqu'au bout de la nuit, comme ça, j'avais vu défiler les gens qui arrivaient. Et c'est vrai que c'est grâce à voilà, le fait que l'organisation et puis tous les gens qui travaillaient à l'organisation, les bénévoles de Haricana, voilà, m'avaient mis dans des bonnes conditions pour que je puisse faire ces images juste dans l'instant après l'arrivée. Et c'est aussi pour cette raison que sur certaines photos, on voit des émotions assez fortes. Parce que voilà, il y a des gens qui venaient de courir pendant, je sais pas, 12, 15 heures, qui venaient d'arriver. Et là, on les isolait complètement. On les posait dans un espace comme ça, tout obscur, avec une grosse lumière qui est un peu aveuglante, mais qui du coup les isolait dans l'instant et créait une sorte de bulle où, voilà, qui sans doute permettait qu'il y ait peut-être des émotions voilà, qui permettait à des émotions de ressortir. Et donc, c'était ça que j'avais photographié à l'époque. Et c'est vrai que c'est quelque chose que des gens m'en parlent encore de cette série. Je crois elle avait bien fonctionné, en tout cas, pour montrer une partie des émotions et de ce qu'on finit par, par aussi, comment dire, montrer sur son visage de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ouais. Puis tu devais avoir accès à quelque chose d'assez particulier parce que, comme tu dis, les gens finissaient leur course, rentraient dans le petit boot avec toi. Donc, oui, il y a la photo, mais toi, humainement, tu as dû vivre des trucs le fun aussi parce que tu avais accès à ces gens-là qui ont les émotions à fleur de peau, qui viennent de terminer quelque chose, donc ils ont un pic de fierté ou de fatigue ou de tout ça mélangé. Ça devait être trippant aussi pour toi de connecter un à un parce que c'était comme tu dis dans un petit kiosque tout petit, noir. Ouais, c'est vrai. Et puis, enfin, ça crée des liens. Moi, par exemple, c'est vrai que les visages des personnes que j'ai photographiées ce jour-là, c'était il y a maintenant 7 ans. Euh, je m'en souviens, enfin, ils sont ancrés en moi parce que c'est d'ailleurs le cas souvent, enfin, quasiment tout le temps. Quand je prends une photo, ça imprime aussi dans ma mémoire les visages, etc. Et ce projet-là, plus qu'un autre, je continue des fois je sais pas, de croiser certains des gens qui ont participé à ce projet-là. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression que moi, ils me reconnaissent pas. Mais moi, je les reconnais, je sais qui c'est, quoi, parce que c'est vrai que ça crée un lien. J'ai l'impression d'avoir été hyper proche à un moment donné précis d'intensité de ces gens-là. Et donc, ouais, j'en garde un souvenir ouais, très, très précis. Ouais. Ben, il y a de quoi de. On dirait que j'avais vu beaucoup de tes œuvres. J'ai vu tu sais, le livre Les Finisseurs, le documentaire et tout. Puis en me plongeant sur ton site web quand je me préparais pour l'entrevue qu'on fait présentement, on dirait que j'avais cette conscience-là supplémentaire de voir l'arrière-plan, le behind the scene de ce que toi, tu étais là. Avec, tu te dis, la photo existe, elle est magnifique, mais il y a toi qui s'est rendu sur ce col-là. Puis il doit y avoir des histoires épiques qui viennent avec ça parce qu'on a la photo, des fois, on a un cliché, mais comme tu le disais tantôt, des fois, ce cliché-là, d'un point de vue à la hard rock, au-dessus de la ligne des arbres, puis tu es en altitude, puis pour avoir ce cliché-là de 1, 2, 10 coureurs, peu importe combien ils sont passés, il y a toute une aventure pour toi aussi. Donc, j'ai l'impression que toi-même, à petite échelle, ou en tout cas à ton échelle personnelle, tu vis des mini-ultras quand tu fais des événements comme ça, parce que
pour couvrir une course comme l'UTMB qui se gagne en 20-24 heures, il faut que tu sois là dès le départ. Il faut que tu sois en déplacement pendant la course à certains points de vue. Puis j'ai l'impression que pour faire une bonne photo, on ne veut pas nécessairement que le ravito. Donc, il faut que toi-même, tu prennes tes espadrilles de randonnée puis que tu montes un col. Comment ça se passe, ce behind the scene-là, ces aventures-là, ces micros-aventures-là à travers les ultras? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai expérimenté dès le début, dès mes premières courses, et qui fait aussi que je continue. Et c'est sans doute la partie de mon activité de photographe que je préfère, c'est les courses. Mhm. Euh, et je pense que le parallèle avec les coureuses ou les coureurs, des fois on dit voilà, non, c'est pas un ultra pour moi au sens où physiquement, c'est pas pareil. C'est pas, je peux être, voilà, je peux faire des très longues journées, voilà, pas dormir, faire beaucoup de marches, mais bon, c'est rien de comparable. Mais c'est sûr que il y a à chaque fois, et moi j'aime beaucoup cette espèce de mélange entre de l'inconnu, c'est-à-dire je maîtrise pas les éléments, je j'ai aucune idée de est-ce que la lumière sera comme ça, est-ce qu'elle va être bien, est-ce que les faits de course vont être en ma faveur, est-ce qu'il va se passer des choses que je vais voilà tout ça, cette incertitude elle est hyper riche et moi elle, m- elle me plaît parce que à côté de ça ben il y a toute euh, entre guillemets mon expérience et la maîtrise de l'outil, appareil photo, voilà mon expérience de photographe de ces courses. Donc, je viens frotter des choses comme ça qui sont. Je suis à l'aise en fait quand je commence une course parce que je l'ai déjà fait tellement de fois. Je... Mais en même temps, je sais que va y avoir plein de choses qui vont me surprendre et ça, c'est toujours un plaisir. Et en fait, je traîne jamais des pieds quand voilà, il y a une course qui part, etc. Je suis un peu excité et je suis même un peu. Euh, Tout à l'heure, tu parlais un peu de solitude. Même si j'aime bien partager ça avec des copains, avec mon frère, avec Aurélien, etc. Très souvent, j'aime bien aussi être vraiment seul là-dedans. Euh, Parce qu'il y a un moment donné où même mes pensées, un peu, là pour le coup, je peux faire un parallèle un peu avec les gens qui courent, c'est-à-dire que j'aime le moment où je finis par être dans une sorte de tourbillon où je ne sais plus trop où je suis, quelle heure il est, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ou, est-ce que je vais y arriver. J'aime aussi ce truc où ça m'échappe complètement, où je suis fatigué, où je continue à y croire qu'il y a peut-être faire une photo, donc je continue à marcher une demi-heure, mais je sais plus où je suis à moitié perdu, et puis il se met à pleuvoir, et en fait, d'un seul coup, il pleut plus, il y a une éclaircie, c'est hyper beau. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent et que j'adore expérimenter, c'est un peu euh, ouais, être dépourvu de la maîtrise de ce qui va se passer, de ce qui va advenir, et être soumis à quelque chose du hasard, mais qui amène toujours, je sais pas si c'est les meilleures photos, mais en tout cas les meilleurs souvenirs pour moi. Ouais. Ben, le parallèle est là. Je comprends que l'effort n'est pas nécessairement le même du tout qu'un coureur ou une coureuse d'ultra. Par contre, je t'écoute, puis ce que j'entends, c'est les mêmes choses qui accrochent les gens puis qui font des courses année après année. C'est partir à l'aventure. C'est que peu importe l'expérience que tu as, tu peux avoir fait un ultra ou 50 ultras. Il y a encore de la nouveauté qui peut arriver, puis il y a encore l'espèce d'excitation de partir puis et aller contre les éléments, aller hors de sa zone de confort, puis apprendre à improviser avec ce que la vie nous lance ou ce que la montagne nous lance. Et il y a de quoi de vraiment le fun. Puis j'aime t'entendre. J'ai l'impression d'entendre des phrases que j'ai entendues de la part d'athlètes qui font des ultras. Puis là, on parle d'un métier qui est différent, mais qui au final est dans le même contexte de on part à l'aventure. Il y a des moments où il y a une grande solitude, puis il faut aimer cette solitude-là. Je pense que tu le fais aussi comme coureur, tu as participé à des événements, tu cours, tu t'entraînes.
faut être capable de bien vivre avec cette solitude-là parce que tôt ou tard, que ce soit en entraînement ou en compétition, il va y avoir des longues périodes de solitude. Il faut être bien là-dedans. Puis à l'opposé, des fois, il va y avoir des grandes lignes d'arrivée ou des moments de grande collaboration avec des gens. Donc, le parallèle est super intéressant. Je trouve ça beau parce que dans ton parcours, il y a ces grands événements-là. On parlait de l'UTMB, mais tu as fait le tour du monde, tu as participé aux plus grandes courses qu'il y a en trail, les événements les plus importants, des fois des événements très médiatisés, d'autres événements un peu plus obscurs. Puis dans ton parcours, il y a cette petite course américaine-là qui est, j'ai l'impression, aux antipodes d'une course que peut-être l'UTMB, qui est la Barclay. Ça s'est inscrit dans ton parcours, puis depuis plusieurs années, tu y retournes année après année, tu y as dédié un livre, un documentaire, puis t'en reviens tout juste, en fait, au moment où tu étais de passage à Québec pour la projection du documentaire Les Finisseurs, c'est que à peine quelques jours plus tard, tu étais au Tennessee pour la Barclay. J'assume que tout le monde connaît la Barclay, mais je vais quand même tenter, puis tu me diras si j'ai fait un bon boulot. Je vais quand même tenter un résumé en 2-3 minutes de ce qu'est la Barclay pour tracer un peu le portrait, pour montrer à quel point ça clash par rapport à un UTMB. Donc, bon, une ultramarathon fondée en 1986 par Gary Cantrell, qu'on connaît surtout sous le nom de Lazarus Lake, un personnage qui fait partie du trail mondial, puis un personnage qui a fait des choses assez exceptionnelles pour le sport. Une course qui se déroule mars-avril à Frozen Head, qui est un parc national au Tennessee. Donc, ce n'est pas un décor qu'on est habitué de voir en trail. Le Tennessee, pas connu pour ses grandes montagnes, mais attention, c'est une course qui ne manque pas de dénivelé. C'est une course qui se passe dans une vallée où il y a eu un pénitencier qui est abandonné maintenant, qui fait partie du parcours de la course. Puis c'est le pénitencier où l'assassin de Martin Luther King s'était sauvé. Puis Gary Cantrell, Lazarus Lake, qui habitait dans cette région-là au moment où il y a eu cette évasion-là, il a été retrouvé, je pense, je ne vais pas le nommer, je ne sais pas son nom, l'assassin, mais ce prisonnier-là qui s'est sauvé a été retrouvé quelques 60 heures plus tard, à peine quelques kilomètres du pénitencier, pour montrer à quel point cette forêt-là est dense, puis c'est facile de s'y perdre. Puis à l'époque, Lazarus Lake s'était dit avec ses amis, ah ben moi, en 60 heures, j'aurais au moins fait un 100 miles. Et de là est venue l'idée de cette Barclay, qui est une course de 5 boucles d'environ 32 kilomètres, donc 20 miles. Bon, ça, c'est ce qui est écrit sur papier. Dans les faits, c'est probablement beaucoup plus. Les coureurs ont 12 heures de barrière horaire pour faire cette boucle-là. Donc, en ce moment, on trace un profil d'une course atypique, mais 60 heures de cut-off pour un 100 miles, ça semble pas si pire. C'est là que le fun commence, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, la Barclay. Au cours des 36 années d'existence de la course, il y a eu 15 finishers, 15 finisseurs. Donc, vous comprendrez d'où est le lien avec le livre d'Alexis et Aurélien. Le parcours ne fait pas 160 km. Il n'y a pas de montre GPS qui est permise, donc on ne sait pas exactement, mais les coureurs, les coureuses qui ont participé, on parlerait peut-être davantage d'un 200 plus kilomètres puis plus de 20 000 mètres de dénivelé positif. Puis ensuite, ben, ça se fait sans balisage, avec une boussole, dans des sections qui sont accidentées, extrêmement reculées. On est loin du sentier qui a été bien découpé, là. C'est du bushwhacking pur et dur. On a vu des photos des coureurs, des coureuses avec les jambes complètement lacérées par les briars. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais c'est les ronces. Ouais, Les donc, ronces. exact, les ronces. Donc, quelque chose qui est, c'est ça, c'est complètement fou comme parcours. On est loin du sentier bien balisé. Puis après ça, ben, c'est là que le personnage de Lazarus Lake, là, je vais ajouter les ingrédients qui font que la Barclay est la Barclay. Il n'y a que 40 coureurs qui prennent le départ chaque année. À chaque boucle, les 40 coureurs partent. Ils ont un numéro de dossard. Donc, si j'ai le numéro 36, je pars. Je dois trouver une douzaine de livres sur le parcours qui font office de balise GPS. Chaque fois que je trouve un livre, dont habituellement ces livres-là ont un nom un peu sado pour rappeler aux gens qui sont seuls et perdus dans la forêt, j'enlève la page numéro 36. Je termine ma boucle en un morceau idéalement. J'arrive devant Lazarus Lake, je lui sors ma douzaine de pages. Donc, si j'ai toutes les pages de numéro 36 de tous les livres, j'ai un nouveau dossard et je repars. Donc, 12 heures pour faire la boucle. Quand on en complète 3, donc 36 heures pour 3 boucles, on appelle ça la fun run. Très peu de gens peuvent se targuer d'avoir fini la fun run. Et par contre, l'objectif, c'est de faire 5 boucles, le finish total. Puis ça, il y a 15 hommes qui l'ont fait dans l'histoire. C'est assez fou.
Puis, il n'y a pas d'heure de départ précise. Le départ se donne quand Lazarus allume sa cigarette. L'inscription coûte 1,60, donc 1 cent par kilomètre. La façon de soumettre sa candidature est un secret assez bien gardé. Par contre, à chaque année, il y a des milliers de personnes qui connaissent, qui réussissent à craquer le code puis qui savent comment soumettre leur candidature. Et les 40 élus, les 40 personnes qui sont choisies, reçoivent une lettre de condoléances. Donc, bon, ceux qui ne connaissaient pas la Barclay, j'espère que j'ai réussi à tracer un portrait de cette course extrêmement difficile, mais très humoristique, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui en même temps est l'ultramarathon le plus dur au monde, avec moins d'1% de taux de finisher. Je pense qu'il n'y a pas de doute que c'est probablement l'ultra le plus difficile au monde. Quelque chose d'assez particulier. Puis, je termine, puis après ça, Alexis, tu me donneras une note sur 10 si j'ai bien résumé cette course-là. Il y a une phrase dans votre livre qui dit « C'est plus difficile de faire une course avec 1% de taux de finisher que 0%. » Puis Lazarus Lake a réussi à mettre le doigt sur quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'il crée une course quasi impossible à finir, mais l'emphase est sur le mot « quasi » parce qu'il y a 15 personnes qui l'ont terminé. Donc, c'est humainement possible, mais ça prend des paramètres, ça prend une organisation assez complexe pour réussir à flirter avec ce 1%-là plutôt que de dire c'est une course qui est impossible à finir, il n'y a jamais personne qui l'a fini. Non, il y a 15 personnes, donc c'est possible pour le commun des mortels. Par contre, attache ta tuque avec de la broche, ça va être tough. Donc, Alexis, est-ce que c'est un portrait qui a de l'allure de la Barclay? Franchement, je suis impressionné. Non, t'as tout dit. Ouais. C'était très bien. Écoute, tu vas venir avec nous pour nos prochaines présentations pour un mot introductif sur la Barclay. Non, mais voilà. Et je t'écoutais, et en fait, je me disais, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui connaît pas cette course et on lui raconte cette histoire. Et en fait, ça dévoile bien ce que moi aussi et Aurélien, on voit derrière cette course. C'est que en t'écoutant, on a l'impression qu'on ne nous parle pas d'un événement sportif. C'est presque, tu es en train de nous raconter, je sais pas, un roman, une histoire qui est comme ça à la frontière du réel, de la fiction. C'est d'ailleurs, il y a plein de frontières. C'est une course à pied, c'est du trail, il y a une part d'orientation, c'est un événement sportif et en même temps, c'est aussi un spectacle. C'est presque aussi, moi, je trouve, une pièce de théâtre dans laquelle il y a plein alors d'acteurs, pas forcément, mais de rôles différents et avec une personne, comme tu l'as bien dit, qui cumule pas mal de ces rôles-là, qui est à la fois celui qui aurait écrit cette pièce de théâtre, qui en est le metteur en scène, mais qui est aussi qu'en est un peu la cheville ouvrière qui fait un peu tous ces rôles-là. Il ouvre la salle, il allume la lumière, il éteint la lumière, il est au coin du feu, il raconte les histoires, il nous fait beaucoup rire. C'est, comme tu l'as très bien dit aussi, une des courses sans doute dans laquelle l'humour a la place la plus importante. Enfin, en tout cas, je ne connais pas toutes les courses, etc. Mais c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, on est face à quelque chose qui est difficile à comparer. Et d'ailleurs, souvent, comparer la Barclay à quelque chose d'autre, à une autre course, mène pas très loin parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est construit sur plein de singularités. Et c'est ça qui rend la course unique et qui peut-être est aussi un peu frustrant parce que c'est une course que les gens vont vivre pas mal par procuration, c'est-à-dire c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais les spectateurs ne sont pas les bienvenus pendant la Barclay. Cette année, comme tu disais, nous, on est allé dans le Tennessee juste après 2 projections du film au Québec. Pendant les projections, on n'a pas dévoilé la date, parce que la date de la Barclay, elle était secrète. Et elle est secrète pour justement éviter qu'il y ait des spectateurs. Ça, c'est quelque chose des fois que les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi pas de spectateurs? Mais parce que dès qu'il y a des spectateurs, certaines des particularités de la course deviennent difficiles à préserver. Le fait que
l'espèce de contrat de confiance qui fait que les coureurs sont seuls, etc., vont avoir aucune assistance. Si quand on commence à y avoir pas mal de spectateurs, en fait, ils vont ils vont modifier déjà l'expérience d'orientation parce que en pleine nuit, si dans un sommet, il y a des gens qui attendent avec des frontales, bah déjà, ça déplace un petit peu les éléments du jeu. Et donc voilà, il n'y a pas de spectateurs cette année. C'était intéressant parce que un peu après 2 ans de Covid, une des conséquences, c'est qu'il y avait moins de monde que moi les premières années quand j'ai rencontré la Barclay en 2017. Il y avait quand même pas mal de monde. Chaque concurrent avait 3-4 personnes pour l'assister. Il y avait quand même pas mal de médias. Cette année, il y avait une limite. Il y avait une seule personne par coureur et coureuse qui faisait leur assistance. Il y avait assez peu de médias. Et c'était un peu une Barclay à l'ancienne, là, en petit comité. C'était hyper agréable à vivre. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, la Barclay, on la découvre en suivant Twitter. Et donc, il y a un Twitter officiel, tout le monde le connaît. Euh, et, euh, et à part ça, et ben, voilà, c'est une course qu'on doit un peu s'imaginer. C'est ça qui est beau. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi pour nous quand on est sur place, parce que moi, comme photographe, Laz, c'est simple, même si ça fait plusieurs fois que je reviens et qu'on se connaît, etc., j'ai les mêmes contraintes que tout le monde, c'est-à-dire j'ai pas le droit d'aller sur le parcours pour faire des photos. Et les exceptions, il y en a qu'une seule, c'est le sommet le plus haut, la tower, et donc j'ai le droit d'aller là-bas. Une fois par tour, je peux voir les concurrents passer, et sinon, il faut attendre au camp et faire quelques images autour du camp. C'est des limites qui, voilà, quand on est photographe, on pourrait prendre ça comme des choses un peu frustrantes, mais ça appartient aussi à cette idée que les participants de la Barclay, ils partent et quand ils reviennent, ils vont nous raconter leur histoire. Et ça, c'est aussi la magie de la Barclay, c'est le fait de devoir euh, être dans cette espèce de projection perpétuelle. Et donc, nous, on est un peu comme les gens qui suivent sur Twitter quand on est au camp. En fait, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, on regarde comme ça le chemin, le bout du chemin. On passe des heures à voir s'il n'y a pas une branche qui a bougé, parce que ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et cette expérience-là, moi, j'ai fini par la trouver hyper belle. Et c'est peut-être une des allégories les plus intéressantes de la Barclay. C'est-à-dire que le fait que c'est pas une course qu'on peut consommer comme on consomme un spectacle habituel. On s'est habitué à avoir des accès de plein de caméras, des suivis, des GPS qui nous donnent tout, etc. Et on est un peu saturé en fait par ces données, par ces informations, par ces images. La Barclay, c'est un ralentissement de tout ça. Et c'est ça qui donne aussi une ampleur, je trouve, particulière à tout, à tous les récits qu'on en fait. C'est que ça soit justement une rupture dans le monde dans lequel on vit. Et bon, en parlant de la course à pied, quoi, c'est quelque chose voilà, c'est une anomalie, c'est différent et ça nous amène à réfléchir à est-ce que des fois on n'est pas un peu trop dans voilà, cette saturation de données, d'images, d'avoir accès à tout et tout le temps. Exact. J'ai l'impression que la Barclay représente peut-être le passé du trail ou à une époque, peut-être quand ça a été les débuts, parce qu'on sait que Lazarus Lake, au-delà d'être le coloré fondateur de cette course-là, puis de bien d'autres, je pense qu'il en organise une demi-douzaine dans le Tennessee. Ça reste que c'est un pilier du trail américain des années 70, à une époque où c'était vraiment loin de ce que c'est. Puis peut-être que je pense que les courses ne ressemblaient pas nécessairement à la Barclay, mais tout ce qui entourait les courses ressemblait à la Barclay. Aujourd'hui, on peut suivre des courses, comme tu le dis, avec des hélicoptères puis des drones qui prennent des images et tout ça. Puis on le voit de plus en plus. Puis c'est le fun comme fan du sport d'avoir accès à ça puis de pouvoir suivre l'UTMB puis la Western State quand on est de chez nous. Par contre, il y a une époque où quand Lazarus Lake a commencé à écrire dans Ultra Running Magazine, puis c'était une époque où les résultats, ben, tu les voyais dans le magazine qui paraissait peut-être 3 semaines, un mois après la course, puis
ce qui se passait pendant l'événement, ben, la seule façon de le suivre, c'était d'être sur place. Puis encore là, ça se passe dans des endroits reculés, donc très peu de gens y ont accès. Puis ça, je pense que ça faisait peut-être partie de la beauté. Puis on entend beaucoup quelque chose, moi, quand je parle avec des gens, on aime les courses qui sont plus roots, entre guillemets. C'est dans la tradition très américaine des courses de trail où l'organisateur de course est aussi le directeur de course, puis est aussi la personne qui va aller porter des gourdes d'eau au troisième ravito, puis que le départ se donne avec une ligne de peinture tracée dans le gravier. Il y a ce côté-là que les gens aiment, je pense, puis aiment retrouver des événements à plus petit déploiement. La Barclay a un extrême encore plus grand et là-dedans. Puis là, c'est peut-être avec ces règles qui peuvent paraître loufoque, au contraire, peut-être réussir à préserver cet aspect-là extrêmement groundé, il doit y avoir un terme français pour ça, mais extrêmement intense dans ce qu'est le trail dans sa plus pure expression, c'est-à-dire aller courir, marcher dans le bois. Puis avec le temps, il a su s'adapter aussi, puis ajouter des règlements pour s'assurer de préserver ça. T'sais, on voit ça maintenant dans des courses, des gens qui partent avec la GoPro attachée à leur poitrine ou des montres GPS, ne serait-ce que ça. Là, c'est assuré de préserver ce côté-là de tu pars avec ta boussole puis tu te diriges avec une carte en papier, c'est tout. Fait que les montres GPS ne sont pas permises. Un coureur comme Jamil Khoury, qui est connu comme étant quelqu'un qui fait des super images dans les courses auxquelles il participe, c'est un habitué de la Barclay, ben, ne prend pas d'images pendant la course parce que c'est interdit. Les médias ou les journalistes ou les photographes ou les cinéastes n'ont accès qu'à un seul point dans la course, ne serait-ce que ça. Ça permet de garder une espèce de mythe. Puis pour les 40 personnes qui sont choisies pour aller faire la Barclay, ben, ça complique les choses, mais en même temps, ça fait qu'ils se lancent dans l'aventure vraiment sans trop connaître ce qui se passe parce qu'ils n'ont même pas le droit d'aller se promener sur le parcours la semaine avant. Je pense qu'il y a un nouveau règlement que l'AS a mis en place qui ne peut pas accéder au parcours si les coureurs et les participants sont pris en plein flagrant délit, peuvent être disqualifiés s'ils sont sur le parcours avant. Ça fait que les gens ils se lancent vraiment à l'aventure sans trop savoir dans quoi ils s'embarquent. Ouais, sur le dernier point, ça fait une quinzaine d'années que cette règle elle existe. OK, je pensais que c'était plus récent. En gros, tu n'as pas le droit d'aller sur le parcours, tu n'as pas le droit d'aller finalement chercher les livres, les nouveaux livres, où est-ce qu'ils sont, etc. En fait, ça reviendrait à ça d'aller s'entraîner sur le parcours. Ah oui. Ça serait découvrir l'emplacement des livres, les chercher, etc. Et donc, ça, c'est proscrit. Tu as le droit de rester sur les sentiers. Comme la Barclay, elle n'utilise quasiment pas les sentiers, c'est pas un problème. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai que, et par exemple, avec le livre Les Finisseurs, on s'est vraiment intéressé à l'histoire de l'ultra-running aux États-Unis, du trail, même si c'est un mot qui est arrivé beaucoup plus tard finalement, trail. Et c'est vrai que je pensais aussi à ça en t'écoutant. Moi, quand j'ai commencé à photographier des courses, assez vite, j'ai eu ma première expérience aux États-Unis. C'était en 2015. Je suis allé voir la Western States. Après, je suis resté aux États-Unis et en chemin, enfin pas en chemin, mais j'ai terminé mon voyage avec la Hard Rock. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir découvert et compris un peu qu'est-ce que c'était que ce sport en ayant cet échantillon de courses américaines. La Western States, comme on le sait, c'est un peu les origines du 100 miles d'Ultra Trail, quoi. Voilà, l'histoire est connue. Quand tu assistes à ces courses-là, il y a quelque chose dans ce lien qui est fait avec l'histoire, ce lien aussi à l'intérieur même de la course entre les voilà, à la fois ceux qui courent et les autres. C'est quelque chose qui finalement existe beaucoup moins en Europe. Et moi, ça m'a tout de suite captivé, et je pense que c'est aussi ça qui après m'a conduit vers la Barclay. C'était l'expérience de ces courses historiques aux États-Unis. Ce sport, il
il est né, il s'est structuré là-bas. Et c'est vrai que de manière très drôle, le week-end dernier, j'ai fait aussi une sorte de pèlerinage. Je suis allé pour la première fois photographier des courses de fell running Mhm. en Angleterre. Donc là, on remonte encore plus loin que les origines américaines, parce que des courses de fell running, ce qui veut dire, c'est des courses de montagne, c'est des courses de collines, quoi. Euh, euh, les premières, elles remontent au 19e siècle. Et il y a une culture persistante de ces courses-là. Il y en a tous les week-ends, notamment dans le Lake District. Donc j'étais là il y a encore quelques jours en Angleterre pour photographier des courses comme ça. Et un peu comme tu dis, comme on pouvait le voir, comme on peut le voir aussi aux États-Unis, là, les gens, en termes de matériel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur une course, tu vois, un ultra trail où tout le monde est suréquipé, etc., de marque et tout. Là, tout le monde avait des maillots de club. Voilà, plein de personnes n'avaient pas forcément de montre. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit aux États-Unis. Euh, c'est un modèle de l'ultra et du trail qui, j'espère, va pas disparaître euh, parce que il y a besoin de comprendre d'où vient ce sport, ces sports, euh, pour, euh, pour, pour pas que il y ait une espèce de fuite en avant un peu trop une consommation des événements, des courses, des parcours, etc. Un peu trop d'industries qui finissent par tout régir et tout dominer. C'est quand même génial que voilà, les courses de référence aux États-Unis, ça reste des trucs qui sont organisés soit par un gars, la Barclay, soit par un comité, la Hard Rock, etc. En fait, c'est très beau que persistent ces formes-là euh, aux États-Unis. Et bon, c'est vrai que moi, j'adore être témoin de ces courses-là pour ces raisons-là aussi. Ouais, ben c'est le fun que ces courses-là se tiennent debout puis décident de rester comme telles parce que c'est ça. Je pense que l'écosystème du trail mondial est beau parce qu'il y a des courses à très grand déploiement. Je veux dire, l'UTMB, on en parle, mais il y en a plein d'autres où il y a cet aspect-là très spectacle. Puis c'est correct. On a besoin d'une professionnalisation du sport. On a besoin d'avoir ces courses-là qui mettent en lumière. Puis combien de personnes ont découvert le trail via ces événements-là, puis c'est parfait. Mais c'est le fun d'avoir l'autre côté du balancier qui sont ces courses-là très roots. Un jour, on va trouver le terme franco, mais rien qui se compare à dire que c'est une course. On dirait qu'on le sent, tu sais, que c'est des courses qui sont ancrées dans leur histoire. Puis, comme tu dis, la hard rock se tient debout dans des situations, on n'est pas obligé de tout rentrer dans ce détail-là, mais des moments où des sponsors ou des grandes organisations ont tenté un peu de la faire rentrer dans un cadre, puis la course, l'organisation a fait non, nous, c'est comme ça notre course, puis c'est pas vrai qu'il va y avoir des points et des roches à ramasser pour accéder à d'autres courses. Nous, c'est la hard rock, c'est ça l'essence de la course, mais on va la garder comme telle. Puis Laz avec la Barclay, ben, c'est un autre extrême, mais préserve une partie de ce qui est les origines du trail à travers son événement. Puis c'est ce qui est beau. Je veux qu'on parle de votre projet Aurélien et toi, des finisseurs. Donc, sur ces 15 hommes-là qui ont terminé la Barclay, vous en avez rencontré 13 des 15. Vous êtes allé à leur rencontre, puis je ne veux pas qu'on revienne sur le sujet du livre et du documentaire. J'incite les gens à aller les découvrir. Puis le livre, pour vrai, il est magnifique. Il y a l'histoire qui est racontée qui est exceptionnelle, mais c'est un livre fait par un photographe, puis on le voit parce que c'est un grand format, c'est des photos pleine page, c'est extrêmement beau comme œuvre. Puis après ça, ben, tu plonges dedans, puis c'est extrêmement intéressant. Puis c'est le fun d'aller un peu à la rencontre de ces personnes-là qui ont terminé la Barclay. Puis c'est le fun de voir que le profil type est complètement différent de ce qu'on voit ailleurs. Ce n'est pas des coureurs nécessairement élites qu'on voit sur des podiums internationaux. Jared Campbell, qui a fini la Barclay 3 fois, a déjà remporté la Hard Rock, mais encore là, on en parlait, la Hard Rock, c'est une course, oui, extrêmement difficile avec un niveau de compétition assez élevé, mais c'est pas l'UTMB ou la Western States, c'est pas c'est pas une course où il y a 150 élites qui se pointent. Il y a 140 personnes, je pense, qui prennent le départ de la Hard Rock total. Mais on voit ce profil type-là qui est complètement différent des gens qui viennent
peut-être plus du plein air, des gens qui ont une force mentale, je pense que c'est peut-être le dénominateur commun, mais des gens qui sont préparés d'une certaine façon, des gens qui sont aidés l'un l'autre. Il y a une espèce d'arbre généalogique, on va dire, qu'on peut tracer entre un finisher qui en a aidé un autre, qui lui en a aidé un autre. Toi qui les as rencontrés, je ne veux pas voler de scope du documentaire ou du livre, mais toi qui es allé à la rencontre de ces 15 finishers-là, qui s'est penché avec Aurélien sur l'histoire, est-ce que c'est possible de tracer une espèce de profil type ou un élément qui fait que ces 15 personnes-là ont terminé la Barclay? Ça a été un peu ce qui nous a un peu accompagnés pendant ce voyage-là à la rencontre des finisseurs, c'était de se poser des questions de ce type-là. Ce qui est un peu fou et ce qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est que la Barclay, on l'a dit depuis qu'on en parle, voilà, c'est quelque chose de fascinant, qui fascine plein de gens, etc. Et entre guillemets, on n'imaginait pas qu'on allait trouver encore quelque chose qui allait encore plus nous captiver. Ce qui nous a encore plus captivés, c'est d'aller rencontrer ces finisseurs, de les écouter, de voir devant nous une galerie de personnages incroyables, en fait. Pas incroyable par comme tu le disais, leur CV d'athlète, etc. Mais justement, à l'inverse, en fait, des gens qui ont fini la Barclay, parfois qui n'ont pas forcément d'autres grandes victoires, etc., mais qui, par leur variété, nous ont toujours touchés, quoi. Avec Aurélien, à la fin de chaque entretien qui était long, souvent 3-4 heures, à chaque fois on se disait mais c'est pas vrai, en fait on pensait que le dernier il avait mis la barre encore plus haut, et en fait on est toujours impressionné, mais dans un sens il y a toujours eu quelque chose de frappant, tu vois. Je pense à un lien, c'est une toute petite anecdote, mais sur ce lien de l'histoire du sport, de l'ultra-trail, plein des finisseurs de la Barclay nous ont permis de retracer une partie de cette histoire-là. Un des premiers qu'on a rencontré, c'est David Horton, qui est un des tout premiers, c'est le deuxième finisseur dans l'ordre. Et David Horton, on était chez lui, c'est un personnage vraiment très particulier, qui a une place aussi très importante dans ce sport aux États-Unis, qui a gagné énormément d'ultra, mais qui aussi enseigne dans une université très, comment dire, pas très progressiste, pour le dire facilement. Qui a une culture religieuse un peu stricte, etc. C'est quelqu'un qui était assez fou. Il était pieds nus dans son salon avec une parole hyper directe, refusant aucune question, et en fait prenant chaque occasion de faire des petites piques un peu à droite à gauche, et lui quand même, c'est là où on voit un peu c'est quoi l'histoire de ce sport-là. Son premier je sais plus si c'est son premier 100 miles, son premier 100 km, il prend le départ, ses adversaires principaux, ce sont des cavaliers, des chevaux. Il court une course, et en fait, il va être deuxième. Il est en fait le premier coureur. Devant lui, il y a un cheval et son cavalier. Et derrière lui, il y a des chevaux. Il avait battu plein de chevaux. On parle de ça, en fait. C'est ça l'histoire de ce sport-là. Et donc, c'était hyper intéressant pour nous de rencontrer des témoins de cette histoire. Je parle de l'histoire de l'ultra-trail, mais en fait, très régulièrement aussi, c'était des témoins de l'histoire de leur pays. Plusieurs des finisseurs
par exemple, moi, il y en a un, on va le voir, il habite à Los Alamos. Los Alamos, c'est la ville que les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont construit pour faire la bombe. Euh, et, euh, et du coup, voilà, on est face à Blake Wood, un des meilleurs coureurs de son époque, quelqu'un de très intéressant d'ailleurs, ancien président de la Hard Rock, dont le métier, c'est un ingénieur, en fait un designer d'armes nucléaires. Et ben ouais, en fait, ça, c'est une discussion qui va bien au-delà du sport, en fait, parce que, bah oui, on arrive, on dit, euh, on a deux, trois questions à poser à ce sujet-là, etc. Et en fait, c'est hyper riche. Je pense aussi Mike Tilden, une des rencontres qu'on fait à un moment donné avec un personnage comme ça, qu'on ne connaît pas du tout. C'est le cas de la plupart des finisseurs, en fait. On allait les voir, on tapait à leur porte. C'était des gens, même Internet, qui maintenant est quand même la réponse à toutes nos questions. Il n'y avait rien, en fait, sur la plupart d'entre eux. Et ce qui était d'ailleurs super, parce que on arrivait sans avoir construit déjà notre idée, et voilà, des gens dont on connaissait la vie. On était vraiment face à voilà, l'inconnu, et ça, c'était hyper intéressant. Et donc, Mike Tilden, très vite, il nous explique que ben ouais, lui, il a grandi dans une famille mormone, que sa vie, ça a été d'être dans l'armée. Il était Navy SEAL. Et ben oui, en fait, la première heure de discussion, elle parle que de ça. On parle juste de ben, qu'est-ce que c'est de grandir dans une famille mormone, qu'est-ce que c'est de, quand on a 18 ans, rentrer dans l'armée, être Navy SEAL, c'était quoi son rapport voilà, à tout ça. Et ça, c'est ce qui, nous a autant intéressé dans ce projet. C'est que, oui, c'est la Barclay, mais en fait, ça va bien au-delà. Euh, et je pense que sur chacun des personnages, je pourrais comme ça ouvrir un peu une partie de leur portrait, parce que ils nous ont tous surpris et ils nous ont tous amenés vraiment bien au-delà de la Barclay, c'est sûr. Ouais, mais je pense que c'est ce qui est extrêmement intéressant puis extrêmement même charmant dans tout ça, c'est que le livre trace le portrait de ces 15 personnes-là, mais on découvre 15 êtres humains avec certaines particularités, certaines similarités, mais surtout 15 histoires. Puis des fois, ça nous rappelle à quel point chaque personne a son propre bagage. Puis des fois, la Barclay, pour ces gens-là, c'est pas une finalité non plus. T'sais, nous, on les voit, on ouvre le livre, OK, c'est un finisher de la Barclay, mais c'est pas l'étiquette qui s'accole en premier sur la liste de description de cette personne-là. C'est des gens qui ont vécu des trucs. Puis comme tu dis, un Navy SEAL où il y a beaucoup de profils ingénieurs. C'est des gens qui sont que ces expertises-là leur ont peut-être aidé. Puis il y en a un autre qui raconte avec humour, mais avec un fond de vérité, je comprends, que ses expériences avec les drogues hallucinogènes dans sa jeunesse lui ont aidé à terminer la Barclay parce que quand il s'est mis à avoir des hallucinations après 50 heures de course, ben, il était habitué de vivre avec ça, puis ça l'a aidé. Puis c'est ce qui est charmant aussi là-dedans, là, c'est de découvrir ces personnes-là, puis de découvrir qu'est-ce qui, dans leur parcours, leur a donné des outils. Puis après ça, tu regardes ça, puis j'imagine quelqu'un qui aimerait un jour finir la Barclay. Bon, qu'est-ce que je prends là-dedans? Puis est-ce qu'il faut que je me mette à faire du LSD pour me préparer? Non, mais ça fait partie du parcours d'un des personnages, un des êtres humains qu'on découvre dans ce livre-là qui est super intéressant. Puis j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette édition 2022 qui a été à la hauteur de ce qui a pu se passer. À chaque édition, il y a des choses épiques qui se passent. En 2017, c'était le finish de Gary Robbins, le coureur canadien qui avait terminé à 6 secondes du cut-off. Par après, il y a une photo que tu as prise, il est couché au sol. Puis ce moment-là fait partie de l'histoire de la Barclay. Puis j'ai l'impression que chaque édition amène son lot d'anecdotes qui ne font que augmenter la popularité de cette course-là, ou en tout cas le mythe, qui ne font qu'entretenir le mythe de la Barclay. Cette année, ça n'a pas été une exception. Il y a un tweet que tu as fait, que je pense que tu étais un des premiers à rapporter cette situation-là qui démontre bien ce qui s'est passé cette année.
Karel Sab, qui est un des plus grands coureurs au monde, un gars qui a le record de vitesse de l'Appalachian Trail notamment, c'est sa deuxième tentative, je crois, sur le Barclay, puis est un des favoris parce que non seulement il y a le background sportif, élite du sport, mais aussi ce côté-là aventure avec ses longues randonnées. Et ton tweet va comme suit, je le traduirai après. A police car pulled to Frozen Head at 5 this morning. The sheriff had been called for a woman dressed as an Indian who was scaring the village of Petros. It was Karel Sabé after getting lost during his fourth loop, and so Barclay 2022 will not have a finisher. Donc, à un moment donné, la police était appelée pour une femme déguisée en Indien qui faisait peur à des gens dans un village. Cette femme déguisée en Indien-là, je ne sais pas comment ça a pu se produire, était Karel Sab, qui a été le dernier à abandonner cette Barclay-là. Qu'est-ce qui s'est passé à Frozen Head cette année? Raconte-nous de ton expérience terrain. Comment ça s'est passé cette édition-là, encore là, assez mythique? Ouais, c'était une grande Barclay. Je réalise que je n'ai pas répondu à ta question d'avant. Je suis parti un petit peu, et c'est vrai que tu me parlais un peu de le portrait robot des finisseurs. Et oui. en fait, c'est vrai que quand on parle du portrait robot des finisseurs, etc., ou qu'est-ce qu'ils ont en commun, comme tu l'as dit, souvent, il y a le fait d'avoir eu une expérience en ce qu'on appelle maintenant les FKT, voilà, les records longue distance sur des chemins de randonnée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal des profils de finisseurs. Évidemment, il y a plein d'ingénieurs aussi, etc. Et c'est vrai que cette année, au départ, on avait des gens qui avaient un profil qui ressemblait à ceux des finisseurs. Karel, c'est celui dont... Enfin, nous, on imagine avec Aurélien que voilà, c'est potentiellement celui qui est le plus proche d'être le prochain finisseur. On n'est pas le seul, évidemment, à le penser. C'est quelqu'un qui donc a pris le record de l'Appalachian Trail, et donc c'est une grosse référence. Il n'est pas ingénieur, il est dentiste. Voilà. Bon, cette année, il y avait aussi d'ailleurs le retour de John Kelly, qui lui est ingénieur. Guillaume Calmette, le meilleur français, il est ingénieur. L'autre très fort qui était là cette année, Greg Hamilton, un néo-zélandais. Bon, lui, il a été champion du monde d'orientation. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un. D'ailleurs, je ne connais pas son métier, mais. Et puis cette année, il y avait surtout deux femmes qui nous font espérer une prochaine finisseuse enfin sur la liste. Pour l'instant, il y a que des hommes, et donc Courtney de Walter, évidemment, et Jasmine Paris, qui sont des athlètes d'un niveau sans doute supérieur à tous les finisseurs, en fait. Juste en pur athlétiquement, Courtney de Walter, je pense que en fait, elle est sur un format, par exemple, d'un 100 miles classique à l'UTMB. Je pense que aucun des finisseurs pourrait faire le temps qu'elle a fait cette année à l'UTMB. Mais bien sûr, le problème avec la Barclay, c'est qu'il y a plein de paramètres, et que dans ces paramètres-là, il y a des choses qui demandent des compétences qui sont différentes, et souvent aussi beaucoup du temps pour comprendre toutes les difficultés multiples de cette course qui appartiennent qu'à la Barclay. Là-dedans, il y a de la planification, de l'orientation, la nutrition est évidemment pas la même, la gestion du sommeil, etc. Et ces choses-là demandent de revenir, d'échouer, de continuer. Et c'est super de voir que là, il y a deux femmes qui ont vraiment envie de revenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles finissent. Jasmine, excuse-moi, je te coupe, mais Jasmine Paris a été la première finisher d'une fun run depuis 2013 du côté des femmes. Donc, elle a complété 3 boucles. Donc, comme tu dis, ça met la table avec est-ce qu'elle va revenir, est-ce que Courtney va y retourner pour une 3e fois, mais ça met la table peut-être pour avoir un 16e finisher qui serait une finisseuse. Ouais. Non, vraiment, j'espère de tout cœur que ça arrive. Et oui, donc racontons Karel. Il faut savoir que à ce moment-là de la course, c'était donc la course était partie cette année dans des conditions assez bonnes et vite.
C'est-à-dire que le premier tour, il était dans les annales de la course, etc., vraiment rapide. On disait, ah, ça c'est bien, parce qu'il faut aller vite, en fait. La Barclay, tu disais tout à l'heure qu'on a 12 heures par tour, en moyenne. Mais si tu termines ton premier tour en plus de 9 heures, bah, tu n'as déjà quasiment aucune chance de finir. C'est comme ça, c'est l'expérience qui l'a prouvé. Il faut être rapide dès le premier tour pour gagner du temps. Et donc, cette année, ils étaient très, très rapides. Et donc, on se disait, ah, c'est super et tout. Euh, le deuxième tour, la nuit a été terrible. Des conditions de pluie. Avec Aurélien, on a passé 2 heures sous la pluie à la Tower à attendre Karel et John qui couraient ensemble à ce moment-là. Vraiment, il a plu en continu pendant 10 heures. C'était vraiment très dur et donc ça a ralenti un peu tout le monde et ça a compliqué la course. C'est la Barclay, c'est comme ça. Voilà, il faisait beau, d'un seul coup, c'est le déluge pendant 10 heures. Et Karel, il avait continué de nous impressionner tous. Il a quasiment jamais pris plus de 5-10 minutes au camp avant de repartir. Il était vraiment bien. Vraiment, ben voilà, on était. Karel, en plus, bon, moi je le connais bien. On est très proche de lui. On connaît bien aussi son beau frère qui faisait son assistance. Donc, voilà, on avait les détails de sa course, tout allait bien. Et donc, il est reparti. Donc, il fait le deuxième tour, troisième tour. Et il repart tout de suite dans ce quatrième. Et quand il part, en fait, on est vraiment optimiste. On se dit, attention, là, on va sûrement voir quelqu'un dans le cinquième tour. Bon, c'était encore trop tôt pour dire, voilà, il a une vraie chance de finir, mais si, on y croyait. En plus, derrière lui, il y avait Greg Hamilton, donc le Néo-Zélandais, qui était reparti finalement dans un temps aussi assez correct. Et donc, c'est la nuit, on est autour du feu, comme d'habitude, à la Barclay. Voilà, il fait assez froid quand même cette nuit-là, la deuxième nuit. Et on attend. Et en fait, on guette nos montres et on se dit, OK, donc là, il devrait arriver normalement, il n'arrive toujours pas. On commence à se dire, tiens, ça a dû être un peu plus dur que prévu cette nuit. Et à peu près au moment où on se disait, OK, là, il devrait arriver. Parce que il a été sans doute un peu plus lent, parce que c'était une boucle de nuit, mais et c'est à ce moment-là où on se tourne et on voit se garer, sachant que tout le monde dort dans le camp à peu près, à part les gens qui étaient autour du feu. On était une petite dizaine à attendre. Il y avait Laz et puis quelques habitués. Et là, on voit la voiture de shérif se garer, en fait, à quelques mètres de nous, quoi. Et en sortir, Karel. Et qui assez vite a plutôt le sourire parce que voilà, il a une histoire à nous raconter et il nous la raconte tout de suite, en fait. L'histoire que tu as dit, voilà, c'est lui qui nous l'a raconté à ce moment-là. D'ailleurs, je me souviens, il est arrivé, il est sorti de la voiture, on s'est approché avec Aurélien de lui, on lui a dit, ça va, tu veux quelque chose? Il nous a dit, oui, une bière. Et donc, on allait chercher une bière. On avait des bières. Il nous a raconté l'histoire. Il y avait le shérif, c'était drôle parce que le shérif, tout de suite, il est allé voir Laz et il lui a serré la main. Il a presque mis un genou à terre en disant, Mister Laz, ça fait des années que j'espère pouvoir vous rencontrer. C'est un honneur pour moi. Donc là, c'était assez drôle aussi de voir comment on pouvait être perçu aux États-Unis hors d'un contexte de sport. Laz, il y a eu tellement de télé, de reportages sur lui qu'il est devenu un personnage public, un peu au moins au Tennessee. Et donc voilà, il y a eu comme ça une scène qui a duré une demi-heure où Karel nous a tout raconté de ce qui lui est arrivé. Il a tout simplement, à un moment donné, été confronté à ce que la Barclay réserve à ceux qui vont loin, c'est-à-dire une difficulté à garder un esprit lucide. En fait, il était d'un seul coup, il a perdu le sens de l'espace, du temps,
de la carte, de la boussole. Et il s'est perdu en plus à un endroit finalement où, comment dire, assez spécifique, proche d'une route. Il n'y a qu'une seule route dans le parc, donc il aurait dû en fait, en aidant sur cette route, en se retrouvant subitement sur cette route, il aurait dû pouvoir sur la carte identifier très précisément et facilement l'endroit où il se trouvait. C'est pas le cas parce que ben voilà, il avait perdu la lucidité, il était trop fatigué, il avait peut-être été tellement vite qu'il avait pas, il aurait peut-être pu faire une sieste à un moment donné. Et donc voilà, il nous a raconté cette histoire incroyable. Il commence à parler à des poubelles. Après, il commence à dormir dans le seul endroit qu'il trouve dans le village de Petros à s'abriter, c'est-à-dire une pièce du bâtiment de la poste. Et puis, quand il se réveille plusieurs fois, il commence à, dans la rue, essayer d'arrêter des voitures. On a très, très peu parce que c'est le milieu de la nuit. Et donc, la fameuse anecdote de une femme déguisée en indien, ça, c'est quelque chose, c'est le shérif. On cite le shérif en disant ça. C'est comme ça que le shérif dit qu'il a été prévenu, quoi. Ce qui ne fait aucun sens, hein, d'ailleurs. Hein, parce que... Il y a quelqu'un qui a appelé la police et qui a dit il y a une femme déguisée en indien qui rôde dans le village. Surtout que, enfin, même la notion d'Indien, on ne sait même pas de quoi on parle, en fait, ça fait aucun sens. Hein. Mais voilà, c'est comme ça qu'on le retiendra. Karel, ramené par le shérif à 5 heures du mat, et ça rajoute un peu à la légende de la Barclay. Pour lui, c'est difficile parce qu'il était vraiment prêt. Mais c'est ça, la Barclay aussi. Il faut pas seulement être prêt, il faut aussi avoir de la chance et puis être dans le bon jour. Ben, c'est ça. C'est une histoire épique qui entre dans les annales de la Barclay. Puis je suppose que ça a été dur aussi pour Karel, comme tu dis, qui s'y préparait depuis longtemps. Puis probablement qu'on va le voir retenter, mais ça reste qu'une histoire comme ça ne s'invente pas. Là. Je veux dire, ça peut pas, il n'y a pas plus Barclay comme histoire que ça. Avant de terminer, il y a un truc que je voulais te poser. Je me dis, là, on parle de la Barclay, on a parlé de ton expérience de photographe et tout, mais là, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont des photographes amateurs armés de leur iPhone, qui, la fin de semaine, vont aller prendre des clichés de paysages qu'ils vont découvrir en courant, qui vont, comme moi, des fois, s'amuser à prendre des selfies, mais en coinçant l'iPhone sur un tronc d'arbre avec le minuteur, puis de réussir à prendre une photo pour le plaisir de partager un bon moment de la course, peut-être sur les médias sociaux ou assez proches. C'est quoi les conseils que tu peux donner pour réussir une bonne photo de trail? Technique ou pas, je te laisse carte blanche sur la réponse, mais pour toi, c'est quoi le succès d'une bonne photo de trail pour un amateur armé de son téléphone ou pour un photographe amateur armé de quelque chose d'un peu plus technologique qu'un iPhone? Bah, avec un téléphone, je ne suis pas très bien placé pour répondre, parce que c'est vrai que s'il y a bien un truc que je ne fais pas, c'est des photos avec mon téléphone, surtout des photos de trail. Je fais des photos un peu comme un bloc-notes, mais c'est vrai que ça m'arrive pas trop. Peut-être, je dirais, voilà, essayer de d'abord construire son cadre et en fait d'abord penser le cadre plutôt que de suivre une action et de se dire quel va être le plus beau cadre et après, à l'intérieur de ce cadre-là, de faire intervenir de l'action, de faire voilà, de courir dessus, mais de d'abord réfléchir au cadre et à la lumière qui circule dans ce cadre-là. Et si c'est ben voilà, des gens qui utilisent un boîtier, un appareil photo, la même chose que je conseille toujours, surtout pour ceux qui débutent, c'est d'essayer de faire le moins confiance possible dans l'appareil photo et le plus confiance à leur propre choix, c'est-à-dire shooter au maximum en manuel, apprendre en fait en utilisant le mode full manuel et ce qui nous permet de très vite progresser en photo. Parce que voilà, ça nous oblige à comprendre comment la lumière rentre, comment on construit une exposition. Et donc ça, c'est le conseil de base. Et puis après, pour ceux qui souvent ont un petit peu de mal avec le focus, qui est ce qui fait qu'on échoue plein de photos, parce que ben, du coup, ah ben non, il courait, mais du coup, le focus n'est pas bon. Un conseil très simple qui parlera là pour les gens qui font de la photo, hein, ceux avec le téléphone, je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le maîtriser, mais en fait, ce qui est possible quand on photographie quelque chose d'aussi prévisible que la course à pied, c'est-à-dire
Je dis prévisible parce que les gens vont se déplacer sur un sentier, on connaît le tracé et on peut prévoir qu'ils vont passer à un endroit précis. Et ben, en photo, je vous conseille quand vous avez un paysage qui vous plaît beaucoup, un cadre que vous avez consciencieusement défini, et ben, en fait, vous vous dites, OK, moi, je vais prendre la photo à cet endroit précis. Et au lieu de de devoir un peu lutter avec votre focus, vous faites le point, c'est-à-dire vous pouvez viser le sol à l'endroit précis où vous voulez que votre sujet soit pris en photo. Et après, vous faites ce qu'on appelle débrayer, c'est-à-dire que vous passez en manuel, c'est-à-dire que votre focus ne va plus bouger. Et vous êtes sûr qu'au moment donné où quelqu'un va arriver et que vous allez prendre la photo, si vous le prenez exactement à l'endroit que vous avez décidé, eh ben, le point sera fait. Donc, c'est quelque chose de très simple, hein. Plein de photographes font ça déjà, mais en tout cas, pour ceux qui souvent voilà, débutent et ne connaissent pas cette petite astuce-là, voilà, c'est un petit conseil. Ben merci. Je me disais, tant qu'à avoir un des plus grands photographes de trail devant moi, on va au moins poser une question pour aider nos auditeurs qui seraient des photographes, peu importe le niveau, peu importe l'appareil. Mais voilà, ben merci d'avoir partagé ces trucs-là, mais surtout merci d'avoir partagé ton temps, tes anecdotes, tes réflexions sur le trail, sur la Barclay, tout ça. C'était hyper intéressant. Moi, avant de terminer, j'ai toujours mes questions éclair NAC, donc une façon un peu pour changer le mood de l'entrevue. C'est 10 questions A ou B, donc 2 éléments qu'on met en opposition auxquels il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Je fais une parenthèse que je couperai au montage, mais c'est les questions éclair NAC. Donc, NAC, c'est une compagnie de nutrition au Québec. Donc, il y a une question sur le lot qui sera la question NAC. Est-ce que tu as mieux gaufre ou bar? Donc, tu répondras ce que tu veux, mais je te mets en contexte. Au Québec, c'est bien connu, mais ici, peut-être en France, ça l'est moins. Donc, je reprends où j'en suis. Donc, 2 questions A ou B qu'on répond en opposition. Il y a des FKT, on en parlait tantôt, des fastest known time. J'ai le goût de comparer des pommes avec des pommes parce qu'en présentiel, on va plus rapidement. Donc, j'ai sorti les stats des gens avec qui j'ai fait des entrevues à distance, mais de l'autre côté de l'Atlantique, comme c'est notre cas présentement. Donc, le record de vitesse dans ce contexte-là, c'est Suzanne Lefrançois Couturier qui l'a en 22 secondes. L'homme le plus rapide, c'est Ludovic Pommeret, que tu connais, je crois, en 33 secondes. Donc, Je connais Suzanne aussi parce que je l'ai pris en photo pendant Harry Cana pour les portraits. Ah, c'est vrai? Ouais, je m'en souviens. Ouais. Ah, ben très cool. Tu connais donc les 2 détenteurs du record de vitesse. Ah. Donc, je sors mon chrono. Tu me dis quand tu es prêt, puis on se lance là-dedans pour bien terminer l'entrevue. Je suis prêt. Route ou trail? Trail. Europe ou Amérique? Europe. Sentier roulant ou technique? Technique. Été ou hiver? Hiver. Question NAC, gaufre ou bar? Bar. Café ou thé? Café. Livre ou documentaire? Livre. Canon ou Nikon? Canon. Barclay ou UTMB? Barclay. Courir ou photographier? Photographier. 25 secondes, c'est très rapide. Tu remportes le FKT masculin. Suzanne demeure la détentrice du record général, mais tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as été plus rapide que Ludovic Pommeret. C'est quand même pas gênant. Un champion de l'UTMB, champion de la Diagonale des Fous. Si un jour tu le croises, tu y diras. Eh bien, merci beaucoup, Alexis. C'était hyper intéressant. Merci à toi, c'était très agréable de discuter et puis j'espère que voilà, ça aura donné envie. Je le précise, malheureusement, les films qu'on a fait avec Aurélien sur la Barclay, ils sont pour l'instant diffusés uniquement sur le site de l'équipe et donc il faut être abonné à l'équipe. Donc j'ai conscience que voilà, pour les gens au Québec, s'abonner à un site d'information sur le sport qui parle principalement de sport en France, voilà ça. Mais bon, peut-être qu'il y aura une diffusion au Québec et à ce moment-là, de nouvelles diffusions, on vous tiendra au courant. Et pour le livre, Les Finisseurs, je crois qu'il est dans quelques librairies au Québec. Sinon, vous pouvez toujours le commander sur le site des éditions Mons. On vous l'envoie au Québec directement, sans frais de port. Donc voilà, si des gens ça les intéresse, vous pouvez faire comme ça.
Ben oui, exact. Tu me voles les mots de la bouche. Moi, ça avait pris à peine quelques jours, puis je l'avais déjà reçu. Je l'avais commandé en ligne via le site de votre maison d'édition. Donc, Les Finisseurs, Alexis Berg et Aurélien Delfosse. Regardez ça pour vrai, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis ceux qui veulent voir ton quotidien ou en tout cas suivre les courses que tu couvres, c'est super intéressant de te suivre aussi sur les médias sociaux, notamment sur Instagram, Alexis Baramba Berg. Donc, allez suivre Alexis, vous allez voir les plus beaux clichés de trail. Puis j'ai l'impression que tu as une autre année bien remplie. Puis ça va être un grand plaisir de te suivre. Mais pour aujourd'hui, je te dis merci de ton temps, merci de ta générosité à partager tes histoires. Ça a été un très grand plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Et puis, peut-être à bientôt sur une course au Québec ou en Europe. Certainement, on aura le plaisir de jaser en vrai. Donc, merci à tout le monde. Merci, comme d'habitude, à David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC, mon partenaire officiel de la première heure. Merci à toi, Alexis. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.